Alors, tu es donc le CEO de l'Automobile Club de l'Ouest, qui est une association qui est chargée d'organiser de nombreuses courses et événements sur le circuit du Mans, comme alors des courses comme les 24 heures moto, le Grand Prix de France moto, les 24 heures camion également, le Mans Classique qui a eu lieu le week-end dernier et qui a d'ailleurs battu pour l'occasion un record de fréquentation, mais aussi et bien évidemment la course mythique des 24 heures du Mans auto. Voilà, c'est une course qui a lieu début juin et qui s'est donc déroulée il y a un mois à peu près. Alors on va bien sûr évoquer avec toi le rôle et les impacts majeurs de la data pour les 24 heures du Mans. Mais avant cela, tu peux peut-être nous dire en quelques mots, nous présenter en quelques mots l'histoire et l'ADN de cet événement exceptionnel. Et puis peut-être revenir aussi sur les succès et les grands enseignements de l'édition de cette année qui marquait le centenaire de la course. Oui, bonjour à tous et merci Julien de cette introduction. Je vais vous donner effectivement un peu de contexte parce que ce sera indirectement une façon de m'excuser par rapport aux présentations précédentes qui sont vraiment très pointues dans le domaine de la data. Vous allez voir que pour ce qui concerne l'Automobile Club de l'Ouest et les 24 heures du Mans, c'est paradoxal. On est très pointu dans certains domaines et on est assez en retard dans d'autres. Donc je n'aurai pas forcément des chiffres ou des tableaux aussi sophistiqués que les précédents à vous montrer. Donc élément de contexte. L'Automobile Club de l'Ouest est une association, loi 1901, qui regroupe 28 000 sociétaires, 28 000 membres. Donc ce n'est pas une société privée, c'est une association. Donc c'est déjà une particularité. Créée en 1906 et qui, en 1923, a lancé donc, cette course automobile qui s'appelle les 24 heures du Mans, donc, qui se déroule sur 24 heures, sur un circuit qui n'est pas un circuit permanent. Donc, ce sont de routes nationales qui sont fermées pour l'occasion. Donc, c'était le cas à l'époque et c'est encore aujourd'hui le cas. 24 heures avant la course, on y va, on met des boulons, on sécurise et on met du personnel tout autour du circuit qui fait 13 km,6 km. Donc, voilà, ça vous donne un peu une idée de la dimension du sujet. Autre particularité qui diffère de la Formule 1, que vous connaissez certainement mieux, les 24 heures du Mans, c'est une course d'endurance. Comme c'est sur 24 heures, un seul pilote ne pourrait pas physiquement faire la course, même si par le passé, c'est arrivé où ils ont fait 23h30. Aujourd'hui, il y a 3 pilotes qui se relaient à tour de rôle. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe avec des mécanos et toute une infrastructure derrière. Pour organiser tout ça, on est de façon permanente, on est 250 collaborateurs salariés permanents. Mais dans la période qui précède la course, donc en gros dans les 1 mois d'installation et de préparation, on monte jusqu'à un pic de 8500 personnes. Et ces 8500 personnes, c'est aussi une particularité, c'est un mix de collaborateurs à temps plein, de salariés intérimaires qui vont travailler pour quelques jours, une dizaine de jours, et de bénévoles. Et le bénévolat est très important, et j'imagine c'est aussi un parallèle qu'on peut faire avec l'organisation des Jeux Olympiques, mais qui est très particulier, vous l'imaginez, en termes de management de l'organisation. L'autre chose qui est intéressante, c'est que lorsque les 24 heures du Mans ont été créées, l'idée c'était de faire venir des constructeurs sur une piste, de faire tourner les voitures pendant 24 heures et de démontrer leur fiabilité, mais également tester des innovations technologiques. Donc vraiment dans l'ADN de la course des 24 heures du Mans, il y a cette particularité d'être un laboratoire d'essai de nouvelles technologies. C'est aux 24 heures du Mans qu'ont été testés pour la première fois et adoptés les freins à disque par exemple, les phares anti-brouillard, les moteurs hybrides, etc., etc. Enfin, on peut vraiment raconter une histoire autour de ça. Et comme Julien le disait, les dernières 24 heures du Mans, donc qui ont eu lieu les 10 et 11 juin 2023, ont fêté les 100 ans. Donc on a raconté cette histoire, bien évidemment. On l'a fait avec un nombre record de spectateurs. On était quasiment à 350 000 spectateurs, ce qui est quand même important à gérer en termes de volume. Et on en reparlera tout à l'heure, l'utilisation des data pour l'optimisation et l'accueil l'optimisation des flux, l'accueil des spectateurs. Mais c'était également l'occasion pour nous de nous projeter sur l'avenir. Et en termes d'innovation technologique, de parler de la voiture à hydrogène et de l'hydrogène en course, à la fois avec des moteurs électriques alimentés par une cellule hydrogène
ou de moteurs à combustion alimentés par de l'hydrogène liquide. Voilà, donc ça vous donne en gros des éléments de contexte sur cette course des 24 heures, qui par ailleurs a la particularité d'être vraiment connue internationalement, presque plus que d'ailleurs qu'en France. Où que j'aille à l'étranger, je tombe sur des gens qui connaissent Le Mans, qui ne savent pas que c'est une ville d'ailleurs, mais qui connaissent la course ou qui ont vu le film qu'avait fait Steve McQueen dans les années 70, ou plus récemment un film qui s'appelle Le Mans 66. Voilà. Merci pour toutes ces infos. Alors, au-delà de l'organisation d'un événement aux défis logistiques hors normes, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les grands enjeux stratégiques pour l'Automobile Club de l'Ouest en tant qu'organisateur et en tant que propriétaire de la marque 24 heures du Mans? Alors effectivement, avant de parler de données, de leur utilisation, etc., on s'est posé, nous, en interne, la question de savoir pourquoi est-ce qu'on faisait tout ça. Et d'abord, la force de cette course, c'est vraiment la marque, et c'est travailler cette marque, sa notoriété et son image. D'ailleurs, une des premières, moi je suis arrivé il y a en gros 5 ans, hein. Une des premières choses que j'ai faites, c'est de construire une plateforme de marque et de clarifier voilà, quels étaient les messages clés, comment est-ce qu'on décrivait la marque en quelques mots, une phrase, un paragraphe, une page, etc. Donc ça, c'était la première étape. Et prendre conscience aussi du fait que nous ne sommes pas juste des organisateurs de courses, on vend en fait une audience à nos partenaires, et le premier de ces partenaires, c'est Rolex. Les autres sont plutôt des marques du secteur de l'automobile ou périphériques à l'automobile, même s'il y a également des gens comme Essilor, mais Rolex achète une audience. Et aujourd'hui, vous le savez, l'audience, eh bien, il faut qu'elle soit représentative, bien évidemment, de la cible de population et de clientèle. Donc ça, c'est clairement l'objectif numéro 1. Deuxième objectif, c'est être au cœur des enjeux de la société. Donc aujourd'hui, paradoxalement, nous sommes organisateurs de courses automobiles, donc potentiellement perçus comme polluants. Il faut être au cœur des enjeux environnementaux, sociétaux, et avoir une réponse, et donc porter une stratégie RSE. Et donc ça, clairement, c'est un enjeu important. Troisième chose, travailler la satisfaction client. Au final, quand on est une association, on n'a pas forcément un objectif de profitabilité, et la ligne d'arrivée, ce n'est pas forcément de livrer un résultat financier à la fin de l'exercice comptable ou fiscal. Donc il faut le ramener à quelque chose de simple. Et ce quelque chose de simple, c'est finalement la satisfaction client. Et on en parlera quand on parlera data, mais un des objectifs, bien évidemment, c'est ça. Et dernière chose, il faut quand même alimenter un budget. Donc faire vivre un circuit, une course automobile, ce sont des investissements lourds, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, par exemple, avec un business model qui est assez équilibré. Je ne vous dirai pas des chiffres précis, mais dans les grandes masses, c'est bien évidemment de la billetterie, donc auprès des spectateurs, les engagements des concurrents et des constructeurs qui s'engagent dans la course, du merchandising, puisqu'il y a des produits dérivés et des produits de licence et licences de marque. Et enfin, les partenaires, bien évidemment, les sponsors type Rolex, Michelin, Total, Essilor que j'ai mentionné. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, c'est ce que tu nous disais au cours de la préparation de ce talk, la data, et là on va rentrer un petit peu plus en détail dans le sujet, mais c'est pas une fin en soi. Finalement, c'est d'abord et avant tout un moyen pour adresser ces grands enjeux stratégiques que tu nous décrivais à l'instant. Alors oui, effectivement, et plusieurs choses que je peux partager avec vous sur ce sujet. D'abord, avant d'exploiter des data, il faut des infrastructures pour pouvoir les exploiter. Et la particularité de notre course, de notre événement, et je dirais même c'est un festival, parce qu'au-delà de la course, on gère des campings, puisque les gens viennent, certains viennent pour une semaine, hein, des Anglais arrivent, ils s'installent, on gère 250 hectares de camping, qu'en fait on n'a pas le droit d'appeler des campings, on les appelle ça des aires d'accueil parce que réglementairement parlant ce ne sont pas des campings, mais c'est un nom protégé, camping. Ouais, voilà, c'est quand même ce que ça fait. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes d'infrastructure, c'est vraiment hors norme. On gère par exemple 1000 fréquences radio différentes, donc l'autorité de régulation
des fréquences radio en France vient s'installer pendant les 24 heures du Mans pour que la gendarmerie, la police, les concurrents et nous, l'orga, on puisse continuer à se parler entre nous parce qu'il y a 1000 fréquences qui se répartissent et ils font la police sur les fréquences. On a mis une fibre optique sur l'ensemble du circuit, donc je l'ai dit, 13 km 6. Ça remonte déjà à une vingtaine d'années. Donc sous la route nationale, on a installé notre fibre pour pouvoir relier le signal télé qui lui-même, derrière, va toucher... Alors en France, lors du départ, il y a entre 1 et 2 millions de téléspectateurs, mais dans le monde entier, on est aux alentours de 130 millions de téléspectateurs. Donc ça veut dire une infrastructure dimensionnée pour ça. Et pour ceux qui s'y connaissent en informatique, alors ce n'est pas mon cas, mais on m'a donné des chiffres, on est en cumulé sur le week-end sur des volumes de data de 300 Tera. On est sur 3 gigas à l'instant T. Et nos constructeurs ou concurrents, les écuries du type des Porsche, des Toyota, etc., ont besoin de 2 à 300 gigas à l'instant T, à tout moment, garanti, parce que eux, en fait, ils ont connecté leur voiture avec l'usine, avec l'écurie, le box, les ingénieurs, etc., et tout le monde partage les datas et doit pouvoir optimiser la course. Donc, tout ça pour dire, voilà, c'est d'abord une grosse infrastructure. Après, c'est ensuite de se poser la question, quel usage on va en faire et pourquoi exploiter la data. Et là, il y a vraiment un paradoxe, et on en a parlé effectivement lorsqu'on échangeait pour préparer cette discussion, c'est qu'à un extrême, on a des écuries de course, et c'est commun avec la Formule 1. Une Formule 1 ou une voiture de course d'endurance des 24 heures du Mans, elle envoie entre 300 et 350 données de la voiture à un instant T. Alors, c'est des pressions, c'est des vitesses, c'est des tours minutes, c'est des températures. C'est, par exemple, un accéléromètre. Si la voiture a un accident, percute, et que l'accéléromètre enregistre une décélération supérieure à 9 G, instantanément, il se passe deux choses. Il y a une lumière violette qui s'allume sur la voiture et donc les personnels de sécurité tout au long du circuit sont en mesure de voir tout de suite que le pilote potentiellement a eu un choc qui peut lui être fatal, en tout cas qui va demander un traitement médical très rapide. Et nous, dans notre direction de course, où on a un espèce de PC de pilotage de la course, ça ressemble un peu à Kourou, hein, en gros. C'est une trentaine de personnes qui sont derrière des écrans et qui suivent l'ensemble de la course. Et là, cette donnée remonte instantanément et on est en mesure immédiatement d'envoyer un médecin dans une voiture rapide. Donc, voiture rapide, c'est-à-dire que c'est quasiment une voiture de course qui va sur la piste et qui va porter secours au pilote. C'est juste l'illustration du niveau de performance dans la data. Et les écuries donc, de la course sont en mesure en temps réel de savoir ce qui se passe dans la voiture, les performances de la voiture bien évidemment. Il y a des capteurs également sur les pilotes. Ils communiquent et ils essayent bien évidemment d'optimiser tout ça et d'avoir un niveau de performance élevé. Et ça, je pense qu'on est au top niveau mondial de ce que l'on peut faire. Et à l'autre extrême, il y a l'organisation du reste de l'événement. Et en particulier, un des sujets, moi, qui m'a tenu à cœur tout de suite pour améliorer l'expérience spectateur, c'était de se dire on va optimiser les flux. Et ça m'a immédiatement fait penser à ce qui était dit tout à l'heure sur la question des Jeux Olympiques et de savoir quels étaient les objectifs des spectateurs en termes de déplacement, où est-ce qu'ils allaient aller, quand et par quels moyens. Et là, en revanche, on est vraiment à l'âge de pierre, très honnêtement, sur ces sujets-là. Il m'est arrivé, moi, au tout début, de dire, bon, on a trop de voitures à l'intérieur du site. Hein, on n'imagine pas à Disneyland que chacun vienne garer sa voiture au milieu du parc, quoi. Ce serait une hérésie. Ben, nous, c'était le cas. Lorsque je suis arrivé il y a 5 ans, il y avait en gros entre 5 et 10 000 voitures qui étaient garées à l'intérieur du circuit. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je posais la question de savoir combien il y avait de voitures, ben, je n'avais pas la bonne donnée. On me disait 2000 voitures, on regardait une photo aérienne qui avait été prise pendant l'événement et on en comptait 352. Et c'est pour vous donner une idée du sujet. Et ça, c'est vraiment pour moi vraiment une des leçons importantes que j'ai retirées de l'exercice, c'est que il y a des dispositifs, il y a des outils, il y a des logiciels qui sont vraiment très pointus, très sophistiqués, et on peut mettre tout un tas de stratégies qu'on branche au-dessus, mais au final, si sur le terrain, on n'a pas les bonnes données, ou on a des données erronées, ou on n'a pas surtout la culture des données. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a frappé. Autant dans le sport automobile, c'est-à-dire les gens qui sont du côté de la course,
ont cette culture de la donnée, sont très pointus. Les pilotes sont des athlètes de haut niveau comme vous et sont très attachés. Ils descendent à peine de la voiture, ils veulent voir ils veulent voir les courbes, ils veulent voir les chiffres, ils veulent voir les données. Et de l'autre côté, nous, dans la partie organisation, on n'avait pas du tout cette culture. On ne savait pas combien on avait de garés de voitures, on ne savait même pas combien de personnes rentraient par quelle porte, sachant qu'on gère, nous, un circuit où il y a en gros une dizaine de portes d'entrée. Bon, bah, à chaque porte d'entrée, c'est quand même utile de savoir combien de personnes vont rentrer, d'où elles viennent, est-ce qu'elles viennent par le tram, est-ce qu'elles viennent de l'autoroute, est-ce qu'elles ont garé leur voiture ou elles sont venues en vélo, etc. Et ça, c'est des données effectivement qui nous paraissaient très utiles et où on a quasiment démarré de zéro. Et un peu comme vous le faites pour les Jeux Olympiques, cette année, pour la première fois, lorsqu'on a fini la vente de la billetterie, et d'ailleurs, pour la première fois, on était cette année à guichet fermé. Donc, cette course existe depuis 100 ans. Mais depuis 100 ans, on ouvrait les ventes en gros le 15 octobre de l'année qui précède. Et ça se finissait le jour J, on va dire le 9, le 10 ou le 11 juin, parce que c'est en gros autour de ces dates-là. Le dernier samedi, on faisait encore 20% des ventes de la billetterie. Donc, on partait finalement dans un exercice budgétaire où on ne savait pas le jour J s'il allait pleuvoir ou pas et quel résultat on allait faire en termes de billetterie. On avait bien évidemment essayé de modéliser avec une courbe de montée en puissance, mais sur la fin, sur la dernière semaine, on faisait en gros 40% de notre chiffre d'affaires. Cette année, là-dessus, on a un peu pris le taureau par les cornes et on a profité du fait que, exceptionnellement, voilà, on fêtait les 100 ans en se disant on va vraiment faire que toutes les planètes soient alignées, que tout le monde bosse en bonne intelligence. Ça veut dire et la billetterie, et la communication, et les réseaux sociaux, et tout ce qui va avec. Et on est passé finalement on vend tout sur un cycle de 9 mois, en gros à fermer la billetterie le 15 décembre en étant sold out. Et donc ça nous a permis à partir de là de recontacter ces spectateurs que l'on avait identifiés et de faire comme vous l'avez dit pour les JO, un questionnaire en disant voilà, vous allez venir par quel moyen de transport, à quelle date, sur quelle durée, combien de personnes par voiture, etc. etc. Et ensuite, d'essayer de dimensionner le dispositif en fonction de ça. Et je peux vous dire, voilà, ça c'était un exercice nouveau. Je dois dire que moi-même j'en étais surpris que l'on ne l'ait pas fait par avant, mais voilà, on a beau avoir 100 ans d'existence, c'était pas dans la culture et c'était un peu subi, alors qu'on aurait pu l'anticiper, mais encore faut-il passer dans un mécanisme vertueux où on est sold out en amont et on a ces données, on les a collectées et on est en mesure de les exploiter. Ouais. Ouais, alors donc culturellement, on comprend bien qu'il y a eu un vrai, ça requiert beaucoup d'énergie pour justement accompagner cette conduite du changement. Tu as parlé de la billetterie. Il y a quand même eu un certain nombre d'initiatives et de chantiers qui ont été lancés justement en termes de digitalisation, d'exploitation de la donnée, avec des vrais succès à la clé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors peut-être qu'on peut revenir quelques instants sur la billetterie en ligne qui a été complètement entièrement refondue, et puis sur les sondages aussi que vous avez dû un peu presque compte tenu de l'effet sold out dont tu parlais là, vous avez dû mener un certain nombre d'études pour bien mieux comprendre finalement quelles étaient les personnes qui avaient acheté de manière beaucoup plus anticipée pour peut-être justement trouver des parades pour un certain nombre de spectateurs qui n'avaient pas pu trouver de place. Oui, absolument. Et essayer, pareil, de recoller ça avec nos objectifs business et stratégiques. Là, plusieurs choses que nous avons faites. Donc, le fameux sondage en question que l'on a fait, qui nous a permis de remonter des données, de les exploiter et de dimensionner finalement notre dispositif et d'optimiser nos flux. Et là, c'est un travail déjà que l'on a fait nous et qu'ensuite on a partagé avec nos partenaires qui sont dans ces cas-là la préfecture, la police, la gendarmerie, puisqu'on a la particularité en fait d'être à cheval sur une zone police et gendarmerie. Et donc, en termes d'optimisation des flux, qui est quand même l'élément essentiel, c'est un peu comme dans un restaurant, vous avez beau avoir un chef étoilé, si l'expérience n'est pas bonne à l'arrivée ou à la fin, vous allez garder un mauvais souvenir de l'expérience. Et donc, en termes de travail de cette expérience client, c'était vraiment important de réduire les embouteillages à l'arrivée et que l'expérience soit bonne et à la sortie. Et donc, voilà, partage des données, optimisation des flux avec police, gendarmerie, préfecture,
mise en commun du pilotage, parce que pareil, avoir les données, ça ne suffit pas. Il faut ensuite pouvoir agir sur les données le jour J, Oui, bien sûr. et pouvoir être efficient. Et là, pareil, moi j'ai été frappé dans notre organisation. Je vous partage cette information parce que c'est particulier à l'événement que nous gérons, mais je pense qu'on voit ça assez souvent dans le monde de l'événementiel et du sport. Il y a une période de l'année où on est un peu en phase de planification. Donc finalement, on a le temps. On peut mettre en place des outils, on peut réfléchir, on peut faire des études. Et puis, il y a une phase où on est dans l'événement, et là, on n'a vraiment plus le temps. On a besoin de réponses et d'actions et de décisions quasiment à la minute ou à la seconde. Et c'est très d'ailleurs proche des modes de fonctionnement des armées. Et moi, je me suis pas mal intéressé au mode de fonctionnement des armées pour cette raison-là, parce qu'il y a un vrai parallèle. On planifie, et puis on est envoyé sur une opération, et puis là, on arrête de réfléchir, on délivre. Et c'est important également de le théoriser, ça, c'est-à-dire de se mettre d'accord avec l'équipe, de dire, voilà, là, on est dans la phase de planification, donc on a tout le temps, on réfléchit, et quand on discute, on n'est pas nécessairement en train de prendre des décisions. Et en revanche, quand on est dans l'action, là, on est en train à la fois de réfléchir et de décider, ou même on ne réfléchit pas, on décide tout de suite. Et donc, les données, il faut qu'elles soient disponibles. Et on parlait tout à l'heure de cellules de crise, et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un passage très fin entre la gestion opérationnelle, donc ce qu'on appelle le PC organisation, et puis la crise, où la crise, c'est dès qu'il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme prévu. Mais le pas comme prévu, alors c'est soit un incident qui remonte, soit des datas qui déraillent. Et il faut savoir, voilà, quelles sont les datas que l'on suit, quelles sont celles qui sont importantes ou pas. Et pareil, avoir une culture par rapport à ça. Alors, autre exemple par rapport à la question que tu posais, deux choses qui ont été très utiles pour nous. On a donc des partenaires, je mentionnais Rolex ou d'autres, qui ont des attentes en termes de la cible d'audience que nous avons. Alors la cible d'audience, c'est bien sûr les spectateurs qui sont sur site, dont je vous disais cette année autour de 350 000 personnes, et puis bien sûr les audiences télé, réseaux sociaux, etc. Pour ce qui est du sur-site, on avait du mal en fait, en dépit d'outils de tracking. Normalement, vous rentrez à l'entrée du circuit, vous êtes scanné, vous sortez, vous êtes scanné. Sauf que, vous l'avez expérimenté vous-même, parfois le bip, c'est pas le bon bip, et puis la personne qui est censée vous accueillir, la première fois, elle essaye de trouver une solution, la deuxième, elle hésite, puis la troisième fois, elle laisse tomber. Et donc la réalité, c'est que très souvent, les données sont pas bonnes. Et le sont pas bonnes, c'est du 25 à 30% parfois. Donc au final, en termes de données, de savoir qui est sur site, combien vraiment il y a de personnes et qui sont ces personnes, c'est très difficile de recoller. Alors on n'est peut-être pas assez sophistiqué, et je pense que c'est des sujets où on peut progresser, et vous avez certainement chez Numberly des solutions et des outils pour progresser, mais nous, on n'était pas satisfaits. En revanche, on a testé une chose. Alors on l'a fait après coup, parce que le faire en temps réel, ce n'était pas possible, mais on a travaillé avec Orange Business Service, qui, eux, ont la possibilité, en traquant, en bornant les gens qui sont sur le site, qui sont leurs clients. Alors, la part de marché de Orange en France, je crois que c'est de l'ordre de 30 ou 35%. Donc, ça donne une très bonne photo des 30 à 35% de leurs clients qui sont sur votre périmètre. Et puis, par extrapolation, ils peuvent savoir qui sont les autres. Ils peuvent également savoir pour les étrangers, puisqu'il y a des accords de roaming. Et avec eux, on a eu finalement une photo à l'instant T très intéressante de qui étaient nos spectateurs et qui nous a beaucoup rassurés, parce qu'en fait, je ne vous cache pas que moi, une de mes inquiétudes, c'était de voir que les membres de l'association que je dirige, Automobile Club de l'Ouest, je caricature bien évidemment, mais la moyenne d'âge, elle est plutôt entre 60 et 70 ans, et il n'y a pas beaucoup de femmes. Or, moi, mon objectif, c'était de féminiser, de rajeunir et d'internationaliser. Eh bien, la photo que j'ai eue de Orange Télécom l'an dernier, elle était plutôt très bonne. Et je dirais qu'elle était quasiment le reflet de la population française, d'une manière générale. Avec, paradoxalement, beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes, et un spectatorat qui était très familial et qui, effectivement, correspondait aux attentes de nos partenaires. Est-ce que tu peux nous dire un mot aussi, parce qu'on trouvait l'exemple très intéressant de ce que vous avez mis en place pour réagir justement à cet effet de sold-out, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ouais. Le sondage que vous avez fait pour aller justement quand même là aussi adresser un enjeu client très important et très spécifique aux 24 heures du Mans par rapport à son implantation territoriale. Oui, tout à fait. Alors, avant de revenir, de répondre à ta question, je repense à une chose juste pour vous illustrer également
le progrès qui a été fait sur la partie sport automobile et les fameuses 300 à 350 données remontées dans les voitures en l'espace de en gros 20 ans, parce que j'ai pu discuter avec un des managers d'une des équipes qui a gagné pendant plusieurs années, qui est le manager de chez Audi. Et Audi est une écurie qui a gagné dans les années 90-2000, bon, à plusieurs reprises, hein, quasiment 9 quasi fois, hégémonique voilà. pendant des années. Et ce monsieur qui est vraiment vénéré dans le sport automobile me disait qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas ces datas. Et donc, il envoyait un de ses ingénieurs à l'autre bout du circuit, donc en gros à 6 km de distance de là où est implantée l'équipe avec les mécanos, etc., à un virage très particulier qui s'appelle le virage de Mulsanne, où il y a un freinage très fort. Il les envoyait la nuit pour aller voir de nuit le rayonnement des freins qui chauffaient plus ou moins à l'avant et à l'arrière pour voir si le freinage de la voiture était équilibré. Enfin, c'est pour vous dire le niveau, le faible niveau de sophistication pour savoir voilà, si la voiture était équilibrée et si on pouvait corroborer ça avec le ressenti du pilote qui disait la voiture est freine trop à l'avant ou trop à l'arrière ou déséquilibrée, par à droite, par à gauche. Et c'était ça. Or, aujourd'hui, voilà, il y a des datas qui permettent de faire ça, mais de façon bien évidemment beaucoup plus sophistiquée. Le pilote lui-même est en mesure de rééquilibrer le freinage. Enfin, voilà, en 20 ans ou 25 ans, on a totalement changé d'air. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, on a eu un sujet. Donc, le fait d'avoir mis une nouvelle billetterie avec un nouveau partenaire, une nouvelle interface de vente et changer nos offres, parce que très honnêtement, quand je suis arrivé, j'ai moi-même fait l'essai d'acheter un billet pour les 24 heures du Mans et je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. La plateforme bloquait, c'était pas clair quels étaient les produits que j'achetais. Le fameux aire d'accueil, j'avais pas compris que c'était les campings. Enfin, vraiment, c'était un parcours du combattant et on n'avait pas de service client. Mais ça peut vous paraître incroyable, mais on n'avait pas de service client. Et j'avais consulté certains des clients et partenaires, et en particulier des Anglais, et je leur avais dit, voilà, toi, s'il y avait 5 choses qui te paraissent prioritaires et qu'il faudrait améliorer, parce qu'on va mettre en place, on va travailler la data, on va faire des choses sophistiquées, etc. Lui m'avait arrêté tout de suite, il m'a dit, non, attends, just tell them to pick up the phone when we call. Voilà, juste décrocher le téléphone quand on appelle. Et le problème, il était là. C'est-à-dire qu'on peut mettre toutes les stratégies de data qu'on veut. S'il n'y a personne pour décrocher le téléphone quand un client appelle, ça ne sert pas à grand-chose. Et moi, j'en étais là. Donc, j'avais besoin de faire ça. Et donc, est arrivé cette année où voilà, les planètes se sont alignées. On avait une offre compréhensible, une interface qui fonctionnait. Et donc, on est passé de 20% de vente de la billetterie en digital à 80%. Ce qui a bien sûr aidé à faire le sold out en l'espace de quelques semaines. Certes, il y avait l'effet, on fête les 100 ans, la course va être belle, etc., parce qu'il y avait le retour des grands constructeurs en piste. Mais voilà, l'outil fonctionnait, la communication fonctionnait, etc. Mais en faisant ça, finalement, on s'est un peu tiré une balle dans le pied, puisque notre clientèle historique, ce n'était pas des gens qui avaient l'habitude d'acheter sur Internet. C'était, comme je vous le disais, plutôt des gens 60-70 ans qui venaient avec leurs enfants et leurs petits-enfants, qui achetaient la billetterie le jour J, qui avaient l'habitude de prendre telle place à tel endroit, de planter leur tente ou de mettre leur caravane à tel et tel endroit. C'était vraiment ça. Et c'est des gens qui se sont sentis un peu exclus et qui ont commencé à écrire en masse. Et donc, ce qui aurait pu être perçu comme un succès, c'est-à-dire voilà, on avait réussi notre stratégie digitale, on avait basculé sur un modèle digital, finalement, nous est revenu en boomerang avec des membres, donc des sociétaires de l'association. Ils sont 28 000, mais à juste titre, ils se sentent propriétaires de l'événement, qui disaient, mais nous, c'est pas normal, on n'a pas pu acheter de billetterie. Et qui même ne le croyaient pas. C'est-à-dire que moi, j'ai pris la parole pour dire, voilà, on est soldat, il n'y aura plus de billets, je suis désolé. Les gens ne le croyaient pas. Et m'arrêtaient dans la rue au Mans et me disaient, non, c'est pas vrai, vous allez en remettre en vente. Et en fait, on était face à cette situation. Et là, ce qu'on a fait, bon, on s'est creusé la tête et il n'y avait pas de solution idéale, mais en gros, on a fait un exercice de dire, on va faire un jeu concours. On va faire un jeu concours et on va remettre en vente de la billetterie. Donc, vous allez vous inscrire, on va vous tirer au sort et vous allez pouvoir acheter de la billetterie. Et on a fait ça pour 2 catégories de population.
On l'a fait pour les membres du club et on l'a fait pour... alors au début, ça devait être les Manceaux, donc les habitants du Mans. On l'a élargi au département de la Sarthe. Donc voilà, campagne ciblée. Là, on a ressorti les datas, etc. Enfin bon, vous allez rire parce que c'est pas très sophistiqué comme ciblage, mais voilà, pour nous, c'était quand même un exercice. C'était important. C'était vraiment important parce que c'était politiquement important. Bien sûr, voilà. Et puis pour l'implantation encore une fois de l'événement dans le territoire, qui est quand même un fondamental hyper important. Et tu nous disais aussi que au-delà des gens qui t'interpellaient dans la rue et des différentes remontées que vous pouviez constater, vous avez aussi regardé les données des gens qui avaient acheté des billets. Et vous aviez constaté qu'effectivement, il y avait énormément de gens de l'étranger, enfin de clients qui avaient acheté depuis l'étranger, et finalement très très peu de gens de la région, ce qui vous a du coup convaincu aussi qu'il fallait faire quelque chose et réagir pour, encore une fois, servir quand même ces fans de la première heure et ces habitués. Oui, absolument. Et c'est ça vraiment qui était frappant, c'est qu'en voulant bien faire, je dirais, on a presque trop bien fait dans notre stratégie digitale. Et on a basculé vers une nouvelle clientèle qui était souhaitable. On va reparler tout à l'heure, on a lancé un événement également ciblé vers cette jeune population, la tranche des 15-25 ans, digitaux, etc. Mais en faisant ça, on se coupe d'une clientèle historique. Alors après, on peut le faire en se disant, et c'était un peu la perception avant que j'arrive sur le circuit du Mans, de dire, de toute façon, voilà, le circuit est très grand, les espaces sont illimités, on gère 500 hectares, on n'a pas de limite, il n'y a pas de jauge au nombre de spectateurs. Et en fait, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, on est obligé de raisonner sur certaines zones qui sont des goulots d'étranglement où finalement, il ne peut pas y avoir plus de 45-50 000 personnes, par exemple, à l'endroit où on organise le concert, puisque traditionnellement, aux 24 heures du Mans, tous les soirs, il y a un concert, et il rassemble une cinquantaine de milliers de personnes. 50 000 personnes, il faut les gérer, il faut avoir une gestion de la jauge, de la sécurité, des flux, etc. Et donc, d'un point de départ où on pensait que c'était illimité, ça ne l'est pas, et donc vous devez gérer la rareté et basculer dans un raisonnement de se dire, c'est un peu comme Roland-Garros, je l'imagine, ou Wimbledon, où la billetterie se vend en quelques jours ou quelques heures, et on gère la rareté et non pas le volume, quoi. Merci. Alors, le temps file, malheureusement. Peut-être juste sur, parmi les grands enjeux data pour les 24 heures du Mans, on va peut-être revenir un tout petit moment sur l'audience. Tu parlais de l'audience et justement du rayonnement de la marque du point de vue de l'audience et en digital. Est-ce que tu peux revenir sur l'impact massif qu'a eu le relais par LeBron James justement de sa venue au Mans ? Oui, absolument. D'abord, juste 2 mots sur le contexte. Nous, nos partenaires constructeurs, et donc quand on dit constructeurs, on parle des Porsche, Ferrari, Toyota, Cadillac, etc. Donc tous ces gens-là, historiquement, venaient aux 24 heures du Mans pour de la notoriété et de l'image de marque. Et puis, depuis, et tester la technologie. Donc finalement, voilà, ils avaient un budget technologie ou pure communication, et ça suffisait. Aujourd'hui, il y a des notions de retour sur investissement. C'est ce que vous avez vécu, bien évidemment, dans l'univers du digital. Mais là, voilà, on n'est pas vraiment dans du digital. On est vraiment dans du physique événementiel. Mais voilà, il y a vraiment une notion de ROI et donc besoin de démontrer qu'il y a une audience, que cette audience correspond aux cibles des partenaires. Et ils sont très exigeants là-dessus. Après, ils sont exigeants, mais les Américains ont une approche qui est beaucoup plus agressive. Pareil, je fais une parenthèse. Cette année, on a fait venir une écurie américaine de la NASCAR. Alors, la NASCAR, c'est une catégorie de course qui est différente. C'est très spectaculaire. Et on leur a dit, voilà, on vous donne une place au sein de la course, hors course, mais dans la course. Et eux, ils sont venus avec un budget de 10 millions de dollars. Uniquement pour faire de l'image, de la notoriété. Et ils l'ont exploité jusqu'au bout, quoi. Et ils avaient tout compris, parce qu'en fait, ils ont fait des relais, bien évidemment, sur nos audiences. Alors, nous, je l'ai dit, en gros, la télé, c'est 130 millions. Si on rajoute nos réseaux sociaux, aller tout emballer, on doit être aux alentours de 150 millions. Et puis, on a eu cette proposition de faire venir donc, le basketteur LeBron James. Alors là, je ne vous cache pas que moi, à la seconde où on m'a proposé ça, c'est évident que je me suis dit que c'était une bonne idée.
Mais c'est contre-intuitif pour pas mal de gens qui sont dans le sport automobile. Je peux vous assurer que les gens du sport automobile m'ont dit mais pourquoi est-ce qu'on fait venir un basketteur Voilà, ça parle à personne, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et en fait, vous le comprenez bien, l'impact il a été énorme. Bon, il a 180 millions de followers, ce monsieur. Et grâce à lui, on a parlé à la NBA et on a parlé aux Lakers et on a fait un deal NBA-Lakers. Donc en fait, sur la séquence où il a été là, il a été présent pendant 20 minutes. Hein. Mais en 20 minutes, c'est vraiment ça. Hein. En 20 minutes, ça a été colossal, bien sûr sur place, mais plus important en termes d'audience, de réseau, d'interaction. Alors les interactions, on était aux alentours de 9 à 10 millions à l'instant T. Enfin, c'était colossal. Et les audiences, on les a doublées. On a dépassé les 150 millions que l'on fait à peine, nous, avec notre course qui a 100 ans. Donc voilà, là, ça a été vraiment, vraiment colossal. Ça nous a donné des idées, et je crois que voilà, il y a un avant, un après. Alors, dans le passé, on avait fait des choses pareilles. On a eu Brad Pitt qui est venu donner le départ. C'était gros, mais bon, c'était pas encore le pic des réseaux sociaux à l'époque. Il a dû venir il y a une dizaine d'années. Il y a eu bien sûr Steve McQueen, mais aujourd'hui, alors on va parler GP Explorer, c'est moins puissant peut-être voilà, sur les réseaux sociaux. Personne ne connaît Steve McQueen aujourd'hui, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors une dernière question peut-être, justement, exactement dans la lignée de ce que tu viens de nous raconter sur l'audience et sur le développement de la marque 24 heures du Mans en digital. Est-ce qu'il y a des projets, des initiatives qui sont prévues prochainement et qui justement sont très connectés à ces enjeux-là ? Oui, alors nous, on a deux sujets qui sont vraiment importants. L'un, c'est le rajeunissement des audiences, et c'est ta question, et j'y réponds. Et l'autre, c'est mettre les enjeux de RSE et d'environnement au cœur de notre stratégie. Donc, on a un projet d'entreprise qui est d'être acteur de la mobilité durable. Toutes nos voitures tournent avec des carburants bio ou renouvelables ou synthétiques. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième sujet, quand on a fait notre bilan carbone, et là, bon, vous imaginez les datas qu'il a fallu pour construire le bilan carbone, et c'est tout un sujet, on s'est rendu compte que les 2/3 de notre bilan carbone sur un événement comme les 24 heures du Mans, c'est la venue des spectateurs. Donc on a innové, et ça, on l'a fait dès l'an dernier. Je pense qu'on est le premier événement au monde à avoir fait ça. On a fait ce qu'on a appelé un green ticket. Donc les gens qui viennent sur le circuit en transport en commun, en voiture électrique, en transport partagé, en covoiturage, ont droit à une réduction de 10% sur leur billet. Ça a bien marché, c'est quelque chose que l'on veut pousser et bien évidemment qu'on va construire avec de la data, des partenariats, même chose que pour les Jeux Olympiques, hein, c'est les mêmes enjeux, il faut trouver les bons partenaires et presser les bons boutons et les bons leviers pour aller de l'avant et baisser le bilan carbone. Nous, on a l'objectif de baisser de 30% le bilan carbone de la course à horizon 2030. Bon, ça c'est vraiment un sujet central. Et tout un tas d'autres initiatives en termes de RSE. Et le deuxième sujet, effectivement, il était de se dire on veut rajeunir nos audiences, on veut avoir des hommes, des femmes dans un créneau 15-25 ans. Et là, coup de chance, j'ai un de mes collaborateurs dans l'équipe communication qui, au détour d'un déjeuner l'an dernier, me dit « Ah, j'ai vu un YouTuber, là, Squeezie, il a parlé de faire une course automobile, est-ce qu'on pourrait pas lui parler ?» Et là, tout de suite, c'est un peu un coup de chance parce que mes enfants m'avaient parlé il y a 2-3 ans de Logan Paul et de son frère qui avait fait le fameux match de boxe, je crois, dont les billets s'étaient vendus en quelques heures. Et ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, ouais, là, il y a un truc à faire. Donc, on a rencontré Lucas Auchard, le monsieur Squeezie en question. Je dis monsieur Squeezie parce qu'on l'appelait monsieur Squeezie pour plaisanter. Et donc, on a rencontré Lucas, moi qui m'a paru être un homme d'affaires, hein, en dehors de ses 18 millions d'abonnés sur YouTube. On s'est tout de suite entendu avec lui, même si, quand je lui ai parlé de Steve McQueen, voilà, ça ne lui parlait pas. Il ne connaissait pas, mais c'était bien illustratif du problème que l'on a quand on a une course automobile dont les aficionados ne jurent que par des gens comme Steve McQueen, Paul Newman, etc., mais personne ne les connaît. Et donc, avec Squeezie, on a tout de suite décidé d'un format où on allait faire une course avec que des youtubeurs. C'est eux qui se chargeaient de les trouver et de négocier le deal avec eux. Nous, on les formait. Donc, on les a formés sur une période de 6 mois, ce qui est quand même assez court. Mais bon, on en a fait des pilotes de Formule 4 en y mettant le cadre, les règles, etc. Et en septembre dernier, on a fait une course avec un format qui ressemble un peu à de la F1. Donc, c'était sur une journée, des essais le matin, la course l'après-midi. On a vendu des casquettes. Enfin, bon, mais le truc intéressant, c'est qu'on a vendu 40 000 billets en quelques heures, quoi. Et là, on refait la V2 avec eux, donc il va se tenir en septembre prochain. Et là, en 57 minutes, on a vendu 60 000 billets.
on aurait voulu en vendre 500 000, on les aurait vendus en quelques heures, quoi. Donc là, il y a vraiment un appétit énorme pour ça. Et ce qui m'a frappé, c'est effectivement quand on a... Et là, c'est en dehors des datas, j'ai même pas eu besoin de regarder les datas, mais quand j'ai vu le public qu'on avait, je me suis dit, ah ouais, on est vraiment dans la cible. Et en plus, avec des gens qui déjà étaient extrêmement respectueux, intéressés, ouverts, patients, parce qu'on n'a pas été très bon, je ne vous le cache pas, sur le dimensionnement des food trucks et de la restauration. Donc il y avait des queues sans fin. On n'a pas été très bon sur le dimensionnement du Wi-Fi et des installations parce qu'on s'est dit ça va être un petit événement, donc bon, on ne va pas faire d'efforts particuliers, alors que pour les 24 heures du Mans, voilà, on met la grosse artillerie, là on ne l'avait pas mise. Donc il y avait des queues, mais je ne sais pas, ils ont fait des queues pendant 2 heures, mais il n'y en a pas un qui se soit plaint sur les réseaux sociaux. Et l'événement avait lieu un samedi, et le lendemain matin, dimanche à 8 h, moi j'étais de retour sur le circuit pour récupérer quelque chose que j'avais oublié. Et là je me suis dit, tiens, c'est bizarre, l'équipe de nettoyage est déjà passée. Ben non, l'équipe de nettoyage n'était pas passée. Ils avaient tous fait des petits tas de leurs déchets au pied des poubelles qui étaient pleines. Et là je me suis dit, waouh, chapeau. Tout le monde était enchanté, une super ambiance. Et donc voilà, finalement, sur une intuition, un contact, on a fait un truc qui a vraiment bien fonctionné, qui a touché notre cible de clientèle. Et pareil, avec des datas qu'on n'a pas encore exploitées, mais qui sont dans le cœur de cible de ce que souhaitent nos partenaires, quoi. Et donc avec un vrai potentiel de diversification des revenus aussi autour de la marque, et donc bien au-delà de l'événement lui-même. Oui, alors absolument. Et en plus, je pense que là, c'était un exemple concret du lien entre du pur digital, parce que voilà, leur culture, elle est absolument digitale. Quand je leur ai parlé, moi, de services de sécurité, de dimensionnement des flux, de parking, de contrôle parental, d'autorisation de la préfecture, vraiment ça leur parlait pas. Mais c'est normal, c'est normal. Et eux pareil, hein, ils nous ont amené un savoir-faire, une réactivité, en particulier dans les contenus. Les contenus qu'ils ont produits pendant cet événement étaient géniaux. Des innovations, nous on parle toujours des voitures, on parle rarement des pilotes. Eux, sur les garages donc, où sont alignées les voitures, il y avait la photo des pilotes. Bon, moi, j'ai dit, on veut la photo des pilotes pour les 24 heures du Mans. Ils avaient fait un plateau télé en temps réel avec Julien Févreau, qui est le commentateur de la F1, qui commentait le truc en temps réel. C'était génial. Ils ont pris un de leurs commentateurs, ils l'ont mis dans une voiture, ils lui ont mis un micro, une caméra, ils l'ont filmé en temps réel sur le circuit. Je peux vous assurer que le contenu qui est sorti de ça, il a fait des records d'audience. Donc voilà, plein d'idées, d'innovations et une collaboration intéressante. Ouais. Merci beaucoup Stéphane, c'est passionnant. Est-ce qu'on peut prendre des questions ? Si. Vas-y, je t'en prie, merci. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'il y a un effet post-Netflix sur justement la création de contenu et l'intérêt des influenceurs et des plus jeunes ? Ah oui, alors absolument. Je pense que c'est un sujet super intéressant. La Formule 1, il y a une dizaine d'années, était en plein déclin. Et il s'est passé 2 choses. Il s'est passé d'abord le rachat de la Formule 1 auprès d'un fonds d'investissement qui eux-mêmes l'avaient acheté à Bernie Ecclestone, qui en était le propriétaire peut-être depuis 50 ans, un Anglais incroyable qui a vu cette intuition en fait de transformer un truc de week-end de mécanicien en un événement mondial, quoi. Et lorsque Liberty Media, donc acteur des médias, a racheté la Formule 1, tout le monde s'est dit ils vont rien y comprendre, c'est pas leur métier, ils vont se planter. Et en fait, ils avaient tout compris et ils ont transformé l'audience de la F1 avec différents leviers qu'on pourrait analyser. Et il y a de la data dans tout ça, bien évidemment. Et la deuxième chose, c'est le deal avec Netflix, Drive to Survive, la série, qui met l'accent sur ce qui se passe dans les coulisses, les pilotes, et qui va au-delà juste des machines, quoi, et qui a transformé les choses, ça c'est une certitude. Alors, nous, aux 24 heures du Mans, on a des discussions pour faire quelque chose d'équivalent. Je pense qu'on a le potentiel pour faire quelque chose de peut-être même plus intéressant, puisque, comme je vous le disais, la course des 24 heures du Mans, déjà, il y a plus de voitures. Il y a 62 voitures. Il n'y en a pas 22 comme en F1.
Il y a 3 pilotes par voiture, donc il y a des enjeux potentiellement de travail d'équipe, mais également de rivalité entre pilotes, de stratégie, etc. Donc voilà, on y travaille, mais c'est une certitude, il y a des choses extrêmement intéressantes à faire. Pareil, dans le domaine de la Dalta, je ne pense pas que nous, on soit les plus en pointe, mais je sais qu'il y a une course qui est une course de bateau qui est héritée de l'America Cup, dont le fondateur est Larry Ellison, lui-même fondateur de Oracle. Le partenaire est Oracle. Je ne sais plus comment s'appelle cette course de bateau, mais c'est très particulier, mais c'est vraiment data-driven. Et les audiences sont incroyables. Et en fait, en tant que spectateur de la course, on peut choisir quel angle, quelle caméra on peut avoir sur quel bateau, écouter les conversations de l'équipage, etc. Donc, effectivement, il y a des possibilités de vraiment de faire exploser les choses en termes des audiences. Ouais.